voulez, à des termes très simples, justice climatique, c'est cette reconnaissance, si vous voulez, cette jouissance pour toutes les communautés, surtout les plus faibles, de jouir d'un traitement équitable, d'un traitement, si vous voulez, égal ou juste, un traitement juste en matière d'accès aux services écosystémiques pour les questions climatiques. Voilà. Notamment, par exemple, tu vois, par exemple, pour l'exploitation des minéraux stratégiques. Oui. La justice climatique voudrait que, bien que ces minéraux stratégiques vont apporter une réponse par rapport, par exemple, à la transition énergétique, oui, par rapport à l'accès, par exemple, aux véhicules électriques ou aux batteries électriques, pour que ça soit juste, il faut tenir compte des droits et des intérêts de cette communauté au niveau de la base. C'est rassurer que les droits légitimes, les droits fonciers par exemple, titrés ou non titrés, les droits, si vous voulez, coutumiers de cette communauté, les droits de pêche ne soient pas affectés du fait de ces activités liées aux activités minières. Vous allez prendre par exemple l'exemple de Roubaix où il y a l'exploitation minière et puis on détruit les villages, on détruit les rivières, oui, et du coup ces communautés affectées sont obligées de quitter leur village pour aller se réfugier ou aller, parce qu'il y a d'autres qui sont partis à l'étranger, oui, pour aller être des déplacés climatiques dans des cas de déplacés. Et ça, c'est une injustice climatique. Parce que ce sont les plus faibles qui sont affectés et les plus forts sont en train de jouir, d'exploiter. Ils construisent des maisons en matériaux durables, dans des bureaux climatisés, que ce soit à Goma, que ce soit, si vous voulez, à Kinshasa et pourquoi pas même en Europe. Et ils sont en train de faire des chantages par rapport à la question de la transition énergétique. C'est donc pour dire oui, nous voulons que la RDC, comme pays solution ou comme pays, si vous voulez, potentiellement solution pour la question de l'urgence en matière de transition énergétique, oui, cette transition doit être assurée au niveau universel tout en tenant compte aussi des besoins des communautés et des paysans congolais. Faudra-t-il investir en termes d'exploitation, si vous voulez, des minéraux stratégiques en sacrifiant les champs, les rivières, oui, les lacs, là où toutes ces communautés puissent les ressources, oui, les moyens de subsistance, au nom de l'intérêt ou au nom de, si vous voulez, de la transition énergétique. Je pense que là, ça ne serait pas une question de justice climatique, parce que du coup, vous comprendrez que par exemple, les groupes armés, ce qu'ils sont en train de faire par rapport à la déforestation qui dévore cette forêt, oui, actuellement, il y a des entités ici au nord Kivu, ce n'est pas loin, où, si vous voulez, les gens ne sont plus à mesure de faire des productions ou des investissements agricoles. Les gens sont en train de s'orienter maintenant vers d'autres, si vous voulez, d'autres provinces, notamment vers l'Ituri. Ce n'est pas du fait qu'ils sont contents de le faire, mais c'est le fait qu'il y a de plus en plus une insécurité climatique, et pourquoi pas saisonnière. Et cette insécurité climatique saisonnière fait de sorte qu'ils sont obligés d'émigrer pour chercher une vie plus bonne, plus belle qu'avant. Merci beaucoup pour cette explication détaillée qui va aider aussi nos auditeurs, nos téléspectateurs à comprendre c'est quoi la justice climatique et pourquoi ne pas tomber dans l'injustice climatique aujourd'hui. Vous avez dit aussi, il y a un autre point important dans votre assignation que nous avons lu, la non-efficacité du mesure pour protéger les parcs et les faunes et les flores du parc de Virunga. Qu'est-ce qu'on peut retenir par là? Oui, en fait, comme vous le savez, l'assignation c'est l'œuvre d'huissier. C'est une œuvre, c'est-à-dire un acte qui invite, si vous voulez, l'État congolais à venir, oui, répondre sur une question de justice, une demande de justice qui a été introduite, cette demande introduite devant le tribunal par l'organisation ACDH.
Et il y a donc ces griefs-là qui sont avancés et la réparation sollicitée. Donc, par rapport au parc national de Virunga, comme vous le savez, les parcs existent à travers des actes réglementaires et aussi une volonté législative qui est là. Et la loi 14 qui fixe les modalités de jouissance non seulement des droits par rapport au parc, parce qu'il faut prendre les parcs comme une entité forestière, une entité de biodiversité, un espace, si vous voulez, l'espace terrestre qui existe, mais qui est délimité par les actes signés par la République et avec des accords au niveau international, notamment au niveau de l'UNESCO, mais aussi au niveau du site Amstel, qui donne ou qui crée des droits par rapport au parc comme entité. Et ces droits doivent être protégés. Mais également aussi, au-delà de cela, il y a les communautés locales, il y a aussi les organisations, les défenseurs de l'environnement qui militent aussi pour la protection de cet écosystème, du fait que cet écosystème non seulement sert, si vous voulez, des solutions par rapport, si vous voulez, aux questions de lutte contre le réchauffement climatique, d'une part, mais aussi d'autres services écosystémiques, mais également vous trouverez que c'est aussi une source de survie pour certaines communautés, notamment par exemple les communautés de pêcheurs, toutes ces communautés qui se trouvent au niveau du lac Édouard, qui font de la pêche leur activité quotidienne et leur activité commerciale, et de cette pêche, comme vous le savez, arrive maintenant une solution par rapport aux droits économiques, socio-culturels pour ces communautés. C'est grâce, si vous voulez, à cette pêche que les enfants de ces pêcheurs peuvent étudier. C'est grâce à cette pêche que les enfants de ces pêcheurs peuvent aller à l'hôpital. C'est grâce à cette pêche que ces communautés qui vivent autour de cette pêche peuvent construire, peuvent avoir un logement décent. C'est grâce à cette pêche actuellement que vous pouvez avoir des échanges transfrontaliers entre l'Ouganda et la RDC. Et donc également aussi, grâce à ces lacs, actuellement, il y a une connexité diplomatique entre l'Ouganda et la RDC. Mais également, il faut savoir qu'à travers le parc national de Virunga, actuellement, la ville de Goma est devenue la ville la plus électrifiée de la République démocratique du Congo, au-delà même de Kinshasa. Et donc, le parc est devenu un moteur non seulement économique, par rapport non seulement à la création d'emplois, parce qu'il y a des milliers de gens qui dépendent actuellement du parc, non seulement comme EcoGuard, mais aussi d'autres travaux au niveau des entreprises sociales de Virunga, notamment Virunga Foundation, il y a Virunga Energy, il y a autres. C'est autant de services qui sont là, mais qui dépendent de l'existence de cette, entre parenthèses, que nous pouvons appeler forêt. Et donc, de la forêt, c'est-à-dire de la forêt, il y a actuellement création des services sociaux de base qui aident non seulement la population, parce que quand nous accédons à l'électricité, nous pouvons travailler actuellement, par exemple, dans nos bureaux, c'est grâce à cette électricité. Et ça provient des efforts de la conservation. Si aujourd'hui la République démocratique du Congo perçoit, par exemple, des impôts et des taxes liés, si vous voulez, à ces services énergétiques, aux hyper, si vous voulez, des gens qui travaillent dans les Virunga, c'est aussi l'économie de la République qui est en train d'augmenter grâce à cet écosystème. Croyez-moi que, par exemple, en 2022, pendant qu'il y avait Covid, c'était le parc national de Virunga, lui seul avec ses entités, on paie plus de 80, je crois, si pas 1000 ou des dollars, ne fût-ce que pour, si vous voulez, les impôts et taxes. Et donc, c'est une contribution substantielle importante en termes de millions pour aider la République à fonctionner et pour aider les entités, par exemple les hôpitaux dans la ville de Goma. Il y a des services qui ne peuvent pas fonctionner sans énergie. Et donc, actuellement, nous pouvons dire que cette entité, c'est pour cette raison
que nous estimons qu'il faut une justice en faveur de cette entité. Il faut une justice, pas seulement comme, si vous voulez, une forêt, comme on peut le voir, mais comme un service, comme une entité au service de l'humanité tout entière, par rapport aux valeurs biologiques, en matière de biodiversité, en matière, si vous voulez, création d'emplois, parce que ce sont des milliers de gens qui y travaillent, mais aussi en matière, si vous voulez, de fierté nationale. Donc, à travers le monde, les gens peuvent, si nous avons la sécurité, considérer que la ville de Goma est la meilleure destination touristique pour la République, du fait que nous avons Virunga, du fait que nous avons toutes ces chaînes de montagnes qui sont des écosystèmes qui sont dans les parcs nationaux de Virunga. Et donc, il faut une justice. Il faut protéger ces parcs à travers les lois qui existent, notamment l'accord de Paris, qui donne des possibilités, le code forestier qui nous donne des possibilités à travers ces articles qui prescrit, qui nous donne la compétence ou la possibilité donc de réclamer sur le plan judiciaire, mais aussi à travers les instances judiciaires qui existent, les instances administratives. Et donc, c'est de cette manière-là. Et comme vous le savez, dans une autre manière, la justice climatique ou la justice environnementale, c'est toutes, si vous voulez, ces tensions qui existent, c'est toutes ces contributions, ces contestations de part et d'autre sur le contrôle des ressources, sur une question donnée, et qui définit ou qui fait évoluer cette question de justice environnementale. D'une part, les agriculteurs qui veulent avoir des terres pour faire l'agriculture, les pêcheurs qui veulent avoir de l'eau pour pêcher, les femmes de ménage qui veulent avoir de l'eau pour préparer, qui veulent avoir aussi de l'énergie pour cuisiner, qui veulent avoir... Donc, c'est cette question, quand on analyse, quand on veut appréhender sur la question qu'il faut comprendre, c'est-à-dire comment rendre justice à tout et chacun, comment prendre des décisions, des mesures en tenant compte de toutes ces tractations, de toute, si vous voulez, cette complémentarité autour des ressources naturelles que nous avons. Et voilà, c'est ça la justice environnementale d'une autre manière. Et l'autre aspect, c'est l'autre compréhension de la justice environnementale ou climatique, le fait d'appeler les mesures ou les institutions judiciaires à contribuer de manière efficace à rendre justice dans les secteurs de l'environnement, dans les secteurs climatiques, de contribuer à la moralisation, à la transparence dans ces secteurs-là, et de dire les droits qui sont liés à ces écosystèmes. Et quand vous allez par rapport aux droits émergents au niveau international, par exemple des pays comme l'Équateur, qui ont déjà constitutionnalisé les droits, si vous voulez, de la nature, c'est aussi les droits liés à la nature, c'est-à-dire une rivière, les lacs, ou une forêt, ou un arbre, a aussi le droit à l'existence. Vraiment. A aussi un droit, si vous voulez, à une réparation. Et donc, une protection légale. Et si on reconnaît, par exemple, avec le code forestier, ou on reconnaît les forêts de communautés locales, on ne peut pas créer une forêt ou une communauté forestière sans, si vous voulez, protéger ces droits-là. Si ces droits sont énervés, sont bafoués par quelqu'un, ou par une autorité, ou par un acte, il nous appartient, nous tous, que ce soit les communautés, que ce soit les défenseurs de l'environnement, que ce soit les autorités, que ce soit les ONG, de se mettre debout et de brandir haut la main les lois qui sont là, qui doivent être protégées, et demander à ce que des sanctions soient prises contre quiconque a piétiné les lois qui sont institutionnalisées. Merci beaucoup. La toute dernière préoccupation, quels sont les mécanismes que ACDH utilise pour atteindre les autorités, pour qu'elles puissent comprendre, pour qu'elles soient en mesure d'agir directement au plus vite possible, sans tarder, parce que c'est une question d'urgence aujourd'hui. Nous avons l'urgence climatique qui est là. Il est temps de passer à l'action.
Ah oui, je pense que, comme vous le savez, comme je l'ai dit tantôt, la CDH est partenaire de l'État congolais. Qui est partenaire de l'État congolais, c'est-à-dire doit avoir des mécanismes de collaboration, des consultations avec les autorités, parce que ce sont eux qui ont l'obligation, ils ont l'obligation non seulement de protéger les défenseurs, mais aussi de protéger l'environnement avec lequel nous travaillons. Et pour cela, nous avons par exemple des séances d'échange avec les autorités. C'est comme vous le savez, il y a les processus de la réforme foncière, les processus d'élaboration de la politique nationale énergétique et bien d'autres politiques annexes qui ont trait à la question climatique. Nous collaborons avec l'État, avec les autorités pour donner les idées forces, les idées venant de la population et même mettre en place des coalitions, non seulement au niveau national et pourquoi pas au niveau régional et international, pour voir comment, en toute solidarité, nous puissions ensemble contribuer à cette besoin en termes d'émergence, des solutions locales, nationales, internationales pour répondre aux questions d'urgence climatique. Mais aussi, il y a aussi cette spécialité pour la CDH qui est les contentieux climatiques. La CDH est spécialisée sur les questions des contentieux climatiques, des contentieux de la biodiversité et bien que c'est un moyen, si vous voulez, de confrontation, c'est-à-dire d'utiliser les voies de contentieux au niveau de la justice, la CDH aussi arrive au moins à collaborer avec la justice militaire comme la justice civile, pour combattre les crimes liés non seulement au trafic et l'exploitation de la faune et flore sauvage, mais aussi combattre tout autre acte ou toute autre action, et pourquoi pas mesure qui va à l'encontre des objectifs de la protection climatique, ou qui va aussi à l'encontre des mesures de sauvegarde prévues dans notre constitution de la République. C'est dans ce cadre, par exemple, que la CDH avait aussi intenté une action en justice pour demander l'annulation d'une autorisation de permis de pêche au niveau du lac Édouard, et la justice avait donné droit à cette requête en annulant dans toutes ces dispositions les mesures prises par le gouverneur de province à l'époque, en 2021, mais aussi les ministres nationaux de pêche qui avaient pris une mesure, et cette mesure ne tenait pas compte, par exemple, le lac Édouard qui fait partie intégrante du parc national de Virunga et par ricochet donc régi par la loi sur la conservation de la nature.